ce qui fait la différence entre un coach qui cartonne et souvent des coachs qui galèrent, c'est la capacité à vendre et à vendre son service. Et la petite histoire que j'ai juste rapidement envie de vous raconter par rapport à ça, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'ai démarré en fait en tant que coach à Genève, donc dans une salle de sport qui s'appelle Pure. Et c'était la toute première fois où en fait j'étais amené à vendre mes services pour moi-même. C'est-à-dire qu'auparavant j'étais commercial, c'est-à-dire que je vendais les abonnements, je vendais les prestations de coaching pour les autres coachs ou pour la salle de sport, mais je ne vendais pas des coachings pour moi-même. Et le jour où j'étais diplômé, j'ai pu arriver dans la salle, j'ai pu rencontrer mes premiers prospects et du coup faire mes premières ventes pour moi. C'est-à-dire qu'avant je vendais des packs de coaching pour les autres coachs et les autres personal trainers de la salle. Et une fois diplômé, j'ai pu commencer à les vendre pour moi-même. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est que à l'époque, évidemment, je commençais à être un bon vendeur parce que je vendais des abonnements toute la journée. Donc, c'était quelque chose qui commençait à devenir simple pour moi et surtout que je maîtrisais. Et en fait, je suis arrivé dans la salle de sport et je suis arrivé en tant que nouveau coach. Le petit jeune, le petit Lohan qui avait aucune expérience, qui venait d'être diplômé, etc. Et dans les autres personal trainers de la salle, j'ai deux personnes en tête. Un ancien qui s'appelait Pascal, qui avait une soixantaine d'années à l'époque, qui était le mec le plus compétent et le plus instruit que je connaissais, qui lisait tous les bouquins sur la musculation, la prépa physique, etc., qui était juste une machine de guerre. Et il y avait un autre coach qui s'appelait Rudy à l'époque, c'était un gars qui venait du sud, qui était pareil, extrêmement compétent, il passait son temps à lire des bouquins, à regarder des articles de blog sur tout ce qui se faisait en musculation, en hypertrophie, etc. Bref, autant vous dire, 100 fois plus compétent que moi, sur le papier et du moins sur le terrain. Et à l'époque là, il s'est passé un truc, c'est qu'on avait tous les mêmes prospects, on travaillait tous dans la même salle de sport, on voyait tous les mêmes personnes quotidiennement qui venaient à la salle de sport. Et à cette époque là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai commencé à avoir des rendez-vous et je commençais à vendre mes coachings. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15. Et en 2 mois de temps, j'avais rempli mon agenda de nouveaux clients. Je gagnais plus que tout, donc 100% des autres personal trainers de la salle de sport. Et surtout, je faisais aucun effort pour le faire. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que beaucoup de personnes et beaucoup de coachs pensent que c'est les diplômes qui font la différence. C'est combien de bouquins on a lu sur la prépa physique, sur l'entraînement, sur la perte de poids, sur tel type de régime ou tel type de pratique, peu importe. La réalité, c'est que dans nos métiers, oui, c'est important d'être compétent pour savoir ce qu'on fait et pour accompagner au mieux nos clients. Mais quand il s'agit de développer un business, ce n'est pas la compétence terrain qui prime, c'est la compétence à se faire connaître et à vendre ses services. Est-ce que tout le monde est déjà convaincu par ça aujourd'hui? Je vous dis pas, dans mon discours, c'est pas de dire on s'en fout d'être compétent ou pas compétent. C'est juste de dire que ça ne suffit pas et qu'il faut maîtriser d'autres piliers de la création d'un business, notamment le marketing et la vente. Et ce qui est cool, c'est que le marketing et la vente se recoupent et sont liés très étroitement l'un à l'autre. Et quand on maîtrise certains grands principes, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, eh ben c'est beaucoup plus facile. Donc, une fois qu'on a vu ça, donc on va passer sur le tableau gentiment, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fait la différence entre un coach à succès et un coach qui galère n'est certainement pas son diplôme, mais c'est sa capacité à se vendre. Et juste pour revenir au petit Lohan de l'époque, qui a tout juste 21 balais, qui arrive dans une salle de sport, qui, franchement, je ne connais pas grand-chose au sport. Quand on vient d'être diplômé, grosso modo, on ne connaît rien. C'est juste là, à ce moment-là, que l'apprentissage commence réellement. Donc, je ne connaissais rien, j'avais aucune notion, j'avais jamais entraîné personne. Et juste en 60 jours, j'avais déjà le coach le mieux payé de la salle de sport. Et c'est d'ailleurs derrière et grâce à ça que je suis devenu manager de cette structure-là et gérer plusieurs personnes en même temps, etc. etc. Ok, juste par rapport à ma capacité à vendre et juste en connaissant les principes que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Ce qui est cool, c'est qu'ils s'appliquent peu importe, que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne. Quand on maîtrise, quand on comprend et qu'on connaît ces principes et surtout qu'on les applique, ça fait une très très grosse différence sur nos business. Ok, ça y est, je vous ai assez teasé le truc et ça vous donne suffisamment envie de démarrer? Bon, parfait. Premier principe que vous devez absolument comprendre et maîtriser. C'est le principe qu'on appelle de réciprocité. À qui ça parle? Le principe de réciprocité, qu'est-ce que c'est? C'est un principe qui, dans la vie, quand quelqu'un nous donne quelque chose, a une attention spéciale pour nous, automatiquement et inconsciemment, on a envie de lui rendre. Un exemple. Je vais aller manger à midi, après ce live, avec un ami à moi. Cet ami à moi, la dernière fois qu'on avait mangé ensemble, un mois en arrière, on essaie de se faire un resto par mois. La dernière fois qu'on allait manger au resto, il a dit « c'est tout bon, c'est pour moi, je prends l'addition ». Donc, il a payé l'addition et il m'a fait ce cadeau-là lors de la fin de quand la personne nous a apporté la note. Bah, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Dans ma tête, je me suis dit, bah, déjà, merci beaucoup. Et en deux, je lui ai dit, bah, écoute, la prochaine, elle est pour moi.
Je dois te la rendre. Je dois te la rendre. En réalité, je ne suis pas obligé. Il m'a offert un truc, je pourrais très bien dire merci, au revoir. Il y a d'ailleurs des gens, il y a une minorité de personnes sur la planète qui sont des preneurs, qui vont juste prendre des gens, mais qui ne rendent jamais. Mais moi, je me suis dit merci beaucoup. Et la prochaine, c'est la mienne. Et ce qui est cool, c'est qu'aujourd'hui, quand je vais aller au restaurant avec lui, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir envie de lui rendre l'appareil. Et c'est juste normal pour moi de payer la prochaine addition. Et ce qui est cool, c'est de comprendre qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui fonctionnent de la même manière. Ça peut être les relations avec les autres, ça peut être en amour, ça peut être en amitié, mais c'est également valable dans le business. Ça peut être valable dans votre marketing, notamment quand on donne, vous savez, quand on dit créer du contenu, apporter de la valeur, etc. C'est-à-dire de donner gratuitement aux gens pour qu'ensuite, ils aient envie de nous rendre. Okay, il y a un autre truc, il y a un autre parallèle qui est un peu sympa que vous avez sûrement déjà remarqué ou pas, hein, mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé parfois d'arriver dans des comment dire, un truc tout con. Vous marchez dans une grande zone, une grande galerie commerciale, un Carrefour, un Auchan, etc. Il y a toujours ces gens qui ont ces petits stands pour vous faire goûter des trucs. Je ne sais pas si vous voyez ces petits stands qui sont posés là. Alors, il y a des gens comme moi qui, depuis gamin, ils disent mais pourquoi ça marche? Je ne comprends pas comment ces gens-là ils arrivent à vendre, etc., etc. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils vous donnent gratuitement quelque chose et automatiquement, parce qu'ils vous ont fait, donc ils vous ont donné, vous avez goûté, et si en plus de ça vous avez aimé, il y a de très grandes chances qu'on ait envie d'acheter. En tout cas, il y a beaucoup plus de chances qu'on achète comme ça qu'on passe simplement dans un rayon et en se disant « Ah bah tiens, je vais tester ce produit-là ou ce produit-là cette fois-ci ». Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je donne gratuitement, je teste. Et est-ce que c'est rentable pour ces personnes-là, ou notamment pour les marques qui font ça dans une zone commerciale? Bah oui, ok, parce que si par exemple ils donnent 100 € par jour de leurs produits gratuitement, mais que derrière ça déclenche 200 ventes à 4 € sur ce produit-là, bah, automatiquement c'est rentable. Ok, un autre exemple. Ma sœur travaille dans un magasin de vêtements qui s'appelle Gant. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Gant. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. C'est une marque, on va dire, de vêtements plutôt haut de gamme, on va dire. Et là-bas, ils ont une pratique, c'est que dès que quelqu'un rentre dans le magasin, ils leur proposent soit un verre d'eau, donc dans une bouteille d'eau, soit un café. Et ils proposent à chacune des personnes. Pourquoi? Pas parce qu'ils sont producteurs de café. Non, ils vendent des vêtements. Juste parce qu'ils savent pertinemment que quelqu'un à qui on fait un petit geste, on offre quelque chose, on donne quelque chose gratuitement dès son entrée dans le magasin, sera plus enclin à rester plus longtemps dans le magasin, être plus sympa avec le vendeur derrière, c'est-à-dire en échangeant davantage et en discutant, et surtout, acheter la première fois et potentiellement revenir derrière. Mais juste si on comprend ça, ce simple principe de réciprocité, c'est juste extrêmement puissant. Est-ce que ça coûte de l'argent à ce magasin-là? Oui, un petit peu, mais grosso modo, ils vont faire quoi? 200 cafés, allez, grand maximum 200 cafés par jour les semaines de solde. Ok, 13 centimes le café, je vous laisse calculer, ça coûte pas très cher. Une petite bouteille d'eau, est-ce que ça coûte cher? Non. Mais par contre, on a un client qui va rester, un prospect du coup qui va rester plus longtemps, qui va être plus sympa avec le vendeur, qui va potentiellement plus acheter et potentiellement plus revenir aussi parce qu'il aura aimé son expérience. Donc, juste, ça illustre le principe de donner avant de recevoir. Et ce principe de réciprocité de que quand on reçoit quelque chose de quelqu'un, automatiquement, on a envie de passer à l'action derrière. Je prends un dernier exemple qui va vous parler, et derrière, c'est quelque chose que vous pouvez adapter et appliquer également à votre activité. Chez Level Up, et je vous prends un exemple concret qui se passe chez nous, c'est quelque chose qu'on fait consciemment. Aujourd'hui, il y a un truc que j'ai décidé de faire consciemment il y a quelques années en arrière, c'est de créer un maximum de contenu gratuit sur les réseaux sociaux, notamment au format long. Je pense que certains d'entre vous ont déjà beaucoup regardé les vidéos YouTube, par exemple, même potentiellement avant de devenir membre chez Level Up. Et certaines personnes se disent « Waouh, mais il donne tellement gratuitement, Lohan, tellement d'astuces, etc. » Pas plus tard que hier soir, j'ai reçu un message de Lorraine. Lorraine, c'était une personne qui avait participé à notre challenge en janvier dernier, qui m'a dit « Lohan, juste avec ton contenu gratuit, j'ai fait plus de 3000 € sur mon chiffre d'affaires ce mois-ci. » Donc potentiellement, cette personne-là, elle a reçu tellement de choses gratuitement, elle a eu tellement de valeur que je lui ai donné, parce que pour l'instant, on n'a jamais discuté, on n'a jamais échangé, on n'a rien fait. J'ai tellement donné en amont qu'un jour ou l'autre, je sais pertinemment que Lorraine voudra me rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en rejoignant un programme, mais ça peut être en, je sais pas, en m'envoyant des messages de remerciement, parce que ça aussi c'est un cadeau, ça peut être en envoyant différentes choses. Bref, un jour ou l'autre, cette personne-là rendra automatiquement l'appareil. Et si on arrive à faire ça à plus grande échelle, c'est-à-dire aider toujours de plus en plus de personnes, donner de plus en plus aux gens, il y a de plus en plus de personnes qui vont vouloir bosser avec nous. Ok ?
Est-ce que vous voyez également comment adapter ça à votre activité? Je prends un dernier exemple. Jérôme, votre mentor dans le programme. Jérôme, lui, alors déjà, c'est un très bon créateur de contenu sur les réseaux sociaux, donc il apporte un maximum de valeur, mais son gros point fort à Jérôme, c'est les discussions Messenger avec ses prospects. Jérôme, qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand il a quelqu'un qui est potentiel prospect, qui est intéressé par ce qu'il fait, il n'essaie pas tout de suite de fixer le rendez-vous au bout de 2 messages. Quand il peut le faire, il le fait, mais quand il voit que ce n'est pas possible, il ne le fait pas. Mais par contre, il dit à la personne, mais comment je peux t'aider maintenant? Et là, il va envoyer différents types de ressources. Par exemple, une petite vidéo qu'il avait fait sur telle ou telle thématique qui pourrait aider cette personne-là. Il lui envoie également, il a préparé quelques templates de e-book qu'il envoie également à cette personne-là dans le Messenger. Imaginez simplement, psychologiquement, un de vos prospects, quand gratuitement, vous allez l'aider dans le Messenger avant même de lui proposer un rendez-vous. Imaginez l'état d'esprit dans lequel arrive la personne le jour où vous lui proposez en un le rendez-vous et le jour où elle fait ce rendez-vous-là. Elle est juste fan. Parce que vous êtes peut-être la première personne dans sa vie qui leur donnera autant de valeur gratuitement en amont. Okay? Donc prenez tous ces éléments-là et essayez de voir comment vous pouvez l'appliquer vous à votre activité par rapport à ce que vous faites déjà. On est OK par rapport à ça? Comprendre et maîtriser le principe de réciprocité est juste la base. Et nous, en tant que coach en ligne, la règle de base pour attirer les clients à nous, c'est quoi? C'est de donner plus que ce qu'on attend d'eux. Donner plus que ce que l'on attend d'eux. Et je vais aller plus loin dans cette réflexion-là. Je vous partage ma propre réflexion à ce sujet-là. Personnellement, je décide de donner sans même attendre quelque chose en retour. Je donne. Si un jour les gens veulent me redonner, c'est-à-dire peut-être travailler avec moi d'une manière ou d'une autre, génial. Mais s'ils ne veulent pas, tant pis. Au moins, j'aurais fait ma partie du job et je sais très bien que j'aurais apporté un petit quelque chose dans leur vie, dans leur business, etc., etc. Et depuis que je pense comme ça, personnellement, j'ai jamais eu autant de résultats dans mon activité grâce à ça. On est OK? Deuxième principe à maîtriser qui est extrêmement important. C'est un principe que j'ai appelé le principe de cohérence. Qu'est-ce que c'est que le principe de cohérence? Je vais vous l'illustrer avec un exemple très simple. Depuis 2023, chez Level Up, on organise des challenges de 5 jours. C'est-à-dire qu'on fait venir des coachs pendant 5 jours en live avec nous. On travaille avec eux sur leur activité, sur leurs croyances limitantes, en les aidant à prendre conscience de ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et à la fin, on leur propose de travailler avec nous. Et il s'est avéré qu'on a testé ce principe, le principe de cohérence, pour voir s'il était efficace ou pas. Et qu'est-ce que c'est que le principe de cohérence? Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, de manière générale, c'est-à-dire tout ce temps qu'on est, on a envie d'être cohérent. Et que de manière générale, quand on s'engage sur quelque chose, quand on s'engage sur quelque chose, quand on dit quelque chose, on a souvent envie d'aller au bout, d'être droit dans ses bottes et surtout de A à Z, d'être cohérent par rapport à ce qu'on a dit ou fait précédemment. L'exemple, qu'est-ce que je veux dire? Lors du challenge dernier, en février, on a dit aux personnes qui étaient présentes sur le premier jour du challenge, OK, en 1, qui est-ce qui s'engage à participer aux 5 jours du challenge? Et là, on a 90% des gens qui ont levé la main et du coup commenté en disant « Moi, je m'engage à être présent les 5 jours du challenge ». J'ai posé cette première question-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du 5e jour, on avait bel et bien 90% des gens qui étaient là en live. Pourquoi? Parce que les gens s'étaient engagés ouvertement à participer aux 5 jours. Et la deuxième chose que j'avais demandé, c'était de dire « Ok, qui est-ce qui s'engage à passer à l'action massivement pour son business à la fin du challenge ?» Parce qu'en fait, j'expliquais aux gens qu'il y a 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui font des lives et qui participent à plein de séminaires dans tous les sens, mais qui font jamais rien de leur vie. Et il y a une seconde partie des gens qui, eux, passent réellement à l'action pour changer leur vie et avoir des résultats. Et automatiquement, une grande majorité des personnes ont levé la main en disant « Oui, oui, moi, je m'engage à passer à l'action, je fais partie de ceux qui passent à l'action, etc. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du challenge, quand j'ai demandé aux personnes à nouveau « Mais qui maintenant veut passer à l'action, potentiellement rejoindre Fitness Hero ou l'accélérateur ou potentiellement mettre en place des choses pour son business », mais on a également beaucoup plus de personnes que d'habitude qui ont levé la main en disant « Moi, je veux le faire ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que peu importe ce qu'on fait dans son activité, si on habitue les gens à passer à l'action massivement, faire partie des gens qui mettent en place des choses, qui s'entraînent régulièrement, qui mangent correctement. Ça peut être, je prends un exemple tout bête, mais dans un live Facebook, si vous demandez aux personnes à la fin de votre live de faire une séance et de vous envoyer une photo, juste ça, la preuve de ce qu'ils ont fait, et que vous les habituez à faire ça régulièrement, bah à la fin, en fait, ils veulent continuer à faire ça et continuer à faire partie des gens qui passent à l'action. Un autre exemple que je vous donne ici, c'est l'exemple pour ceux qui étaient là lors du Grand Sommet à Annecy,
On a eu l'intervention de Alex Mallier, qui est le fondateur de Move Your Fit, qui est aujourd'hui le business de coaching en ligne qui génère le plus en francophonie. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils habituent leurs prospects dans leur contenu gratuit à passer à l'action. C'est-à-dire, en gros, tout bêtement, qu'est-ce que c'est que leur contenu gratuit? C'est des séances de sport en live et ils ont des gens qui s'entraînent en face de leur écran derrière eux. Et ce qui se passe, c'est que quand ils font des lancements et quand ils ouvrent les portes de leur programme, ils disent aux gens, OK, est-ce que tu veux faire partie de ces gens qui continuent à faire ça derrière leur écran, chez eux, etc. Ou tu veux faire partie de cette catégorie de personnes qui, en plus de le faire avec nous, va intégrer une communauté, etc. Et parce qu'ils ont déjà habitué les gens à s'entraîner, à passer à l'action, etc., bah, les personnes automatiquement veulent continuer à le faire dans le programme et montrer que oui, ils font partie de la famille et que oui, ils font partie de ces personnes qui passent à l'action. Est-ce que vous me suivez là-dessus? C'est pour ça que vous devez, même dans vos contenus, dans tout ce que vous faites, habituer les gens à passer à l'action et à mettre en place des choses par rapport au contenu que vous créez. Car c'est en les habituant à passer à l'action avec vous que vous les habituerez et que vous faciliterez le passage à l'action vers un programme payant notamment. Et également, ça les habitue, c'est ce qu'on appelle, ça les éduque, en langage un peu plus marketing, à suivre les conseils que vous prodiguez en fait, tout simplement. Et si un jour le conseil que vous leur prodiguez, c'est de passer à l'action, de rejoindre votre programme, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient enclins à sauter le pas. Ok? Habituer les gens, habituer les gens, habituer les gens, habituer les gens. Ok? Troisième principe. Tout le monde a déjà entendu parler, c'est peut-être une évidence pour certains et je vais essayer de venir, venir y mettre un angle un petit peu différent de ce que vous avez l'habitude de faire. Faire ou voir. Évidemment, c'est de la preuve sociale. Quoi de mieux que de la preuve sociale pour convaincre les gens de travailler avec vous? Qu'est-ce que c'est que la preuve sociale? C'est tous les témoignages, les preuves que ça fonctionne pour d'autres personnes. Et également, ça peut être, la preuve sociale, ça peut également être vous-même. Si vous-même, vous obtenez les résultats que vous vendez aux autres, ça peut être également une super preuve sociale. Et j'aime beaucoup cet exemple de dire, c'est l'exemple du bouquin de Alex Hormozy. Dedans, il cite cet exemple, il dit, voilà, imaginez que demain, vous souhaitiez vous faire, et je vais prendre l'exemple de Julie, ma copine qui s'est récemment fait opérer des yeux, enfin je dis récemment, c'était quand même déjà il y a 1 an et demi, opérer des yeux, et à l'époque, elle avait le choix entre deux opérations avec 2 chirurgiens différents. Un premier chirurgien où elle était allée voir, je ne sais plus où c'était, qui était un chirurgien qui était extrêmement jeune, avec qui elle avait eu un bon feeling, mais voilà, c'était une personne qui avait une trentaine d'années, qui paraissait un petit peu jeune et qui l'avait pas forcément extrêmement bien rassuré dans ce qu'il lui expliquait de l'opération des yeux. Et elle était allée voir un second chirurgien qui était à la clinique, du coup, c'est une clinique qui se trouve proche d'Annecy. Et là, elle est tombée sur une personne qui était beaucoup plus âgée, également beaucoup plus expérimentée, et qui lui expliquait qu'il avait déjà opéré des centaines de personnes pour les opérations des yeux, avec un taux de succès de 100%. Et ce qui s'est passé, c'est que Julie, sans réfléchir, a automatiquement choisi le médecin le plus expérimenté, mais également le médecin le plus cher des deux. Simplement pourquoi? Car cette personne-là avait déjà fait l'opération sur une centaine de personnes, plusieurs centaines de personnes, avec des résultats qui avaient fait leurs preuves, tout simplement. Et juste avec cette phrase de « j'ai déjà opéré des centaines de personnes », il a pu la rassurer, parce que dans la tête de Julie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que s'il l'a déjà fait pour autant de personnes, ça va être bon pour moi. Alors que le plus jeune, qui ne montrait pas de preuve sociale, qui ne montrait pas qu'il avait de l'expérience, bah ça peut faire peur, parce qu'on n'a pas envie d'être le premier à se faire opérer des yeux avec un nouveau chirurgien sur le marché. On est d'accord là-dessus? Et c'est exactement la même chose pour nos business. Quand on a quelqu'un qui veut bosser avec nous, qui est intéressé par ce qu'on fait, et qu'on est en capacité de lui dire « Regarde tous les témoignages que j'ai reçus. Toutes les personnes avec qui j'ai déjà bossé. » Ça peut être des screenshots, ça peut être des messages que vous avez reçus, ça peut être des avant-après, ça peut être des vidéos. Chez Level Up, on a toujours eu beaucoup de témoignages, par exemple, mais parfois, j'oubliais de les montrer aux gens. Parce que je pensais dans ma tête que tout le monde avait vu mes témoignages. Non. Maintenant, on a encore plus de témoignages, mais on s'assure que chaque personne qui est intéressée pour travailler avec nous voit ces témoignages-là. Que quelqu'un qui voit des témoignages, il se dit 2 choses. Il se dit, en 1, cette personne-là est crédible, parce qu'il a déjà aidé X personnes. Et en 2, ça lui montre que c'est aussi possible pour lui. Parce que si ces gens-là ont réussi, il y a de très grandes chances que lui aussi puisse réussir. Imaginez-vous simplement que demain, je prends un exemple tout con, mais c'est des trucs que vous pouvez faire très facilement.
Vous récoltez tous les témoignages que vous avez. Alors pour certains, vous êtes au début, vous n'en avez pas beaucoup, et ben, c'est une bonne nouvelle, il va falloir en avoir. Ok, donc ça va être le but, c'est de récolter un maximum de témoignages. Pour ceux qui en ont déjà un peu plus, bah, commencez peut-être à vous faire une bibliothèque de témoignages. Par exemple, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un dossier Google Drive, on met tous nos témoignages à l'intérieur, donc on a un dossier pour les screenshots, un dossier pour les photos et un dossier pour les vidéos. Et on glisse tout à l'intérieur, comme ça on centralise tout. Et ce qu'on fait, c'est qu'on montre ces témoignages-là avec chaque personne qui veut bosser avec nous. Et imaginez maintenant, on va un peu plus loin dans le délire, imaginez que vous faites vos rendez-vous en visio via Zoom, comme je suis en train de le faire avec vous aujourd'hui. Imaginez que je suis en train de faire un appel avec vous et que vous voulez vous lancer par exemple chez Level Up ou dans un programme de coaching sportif. Et imaginez que sur mon fond d'écran, ici, ou alors sur le mur du fond, là-bas derrière, je mettais des photos que j'avais imprimées de tous les avant-après que j'avais. C'est un autre exemple. Mais quand une personne se demande, mais Lohan, est-ce que tu es vraiment crédible pour m'aider? On aurait juste à se retourner comme ça en disant, je te laisse décider par toi-même si je suis crédible ou pas, une fois que vous avez tous ces témoignages et toutes ces preuves sociales. Okay. Et si jamais vous ne le faites pas par visio, etc., bah, créez une petite page ou créez un petit dossier Google Drive ou une petite page Internet où vous envoyez les gens dessus et ils voient toute la preuve sociale. Et en tout cas, c'est extrêmement important. Okay. Beaucoup de personnes parfois galèrent à vendre. Mais ils oublient une chose, c'est que les gens prennent des décisions par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont passées par là? Si oui, ça valide le fait qu'ils peuvent eux aussi passer à l'action. Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Ce truc que des fois, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple là-dessus? Ouais, il y avait une expérience, je ne sais plus ce que c'était l'expérience, il créait des mouvements de foule artificiels. Et en fait, il faisait courir un groupe de 15-20 personnes. Et il y avait des gens qui se glissaient avec, qui couraient avec eux. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils couraient avec eux parce qu'en fait, ils étaient attirés par la masse, attirés par la foule de personnes. Ça, c'est un premier exemple. Il y avait une autre expérience où en fait, il posait un groupe de personnes qui regardaient en fait des immeubles. Donc, il fixait un immeuble en haut vers le ciel. Et là, il y avait tout un attroupement de personnes qui se mettaient autour pour essayer de regarder qu'est-ce que l'autre groupe de personnes regardait en haut. C'est simplement de dire que les gens font des choix et font des actions en fonction des autres. Et si vous montrez que vous avez déjà un nombre de personnes qui a bossé avec vous, qui vous a déjà fait confiance, vous augmentez drastiquement le nombre de personnes qui vont suivre ce groupe-là. Il y a un quatrième principe. C'est le principe de relation. Les gens achètent chez des personnes avec qui ils arrivent à connecter humainement. Si dans tout ce que vous faites, marketing, création de contenu, discussion, vente, si vous n'êtes pas vous-même, si vous ne faites pas en sorte que les gens vous apprécient, vous ne pouvez pas vendre. Ou du moins, vous n'attirez pas les bonnes personnes. Et notamment quand on débute, il y a des personnes qui peuvent se dire « je ne comprends pas, je fais tout correctement, mais il n'y a personne qui a envie de bosser avec moi ». Ça nous est arrivé plusieurs fois avec des membres qui quand on regardait leur business, qui disaient « je fais tout correctement » et c'est vrai. Ils ont tout fait correctement. Sauf qu'ils ont oublié un truc primordial, c'est qu'ils ont oublié d'être eux-mêmes. Et qu'ils ont oublié d'être humains et de créer la relation avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a beau tout faire correctement, on a beau avoir le plus beau business du monde, etc. Si les gens n'ont pas ce petit truc en plus avec nous, qui les lie, qui tisse une sorte d'amitié, qui leur donne envie de passer à l'action avec nous, bah c'est beaucoup trop dur de développer un business. Un autre exemple de la vie réelle. Combien de fois ça vous est arrivé? En tout cas, moi, ça m'arrive très souvent. Je vais dans un resto ou n'importe. D'ailleurs, c'est n'importe où en fait. En vous disant la phrase, je me rends compte que je fonctionne comme ça pour tout. Et ça, c'est personnel. Je pense que certains d'entre vous aussi. Je vais quelque part et dans ce quelque part, j'ai été bien accueilli. Ou il s'est passé un truc que j'ai bien apprécié. J'ai bien aimé la personne, j'ai bien aimé l'échange, j'ai bien aimé la façon dont on a fait quelque chose, que ce soit un service, que ce soit un produit, une offre, peu importe. Et bien ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où je vais avoir cet endroit, je prends l'exemple de mon coffee shop où je vais très régulièrement proche de chez moi, donc c'est à Vitam Park, c'est un truc, alors c'est tout bête, mais c'est un Columbus. Je pense que tout le monde connaît le Columbus. Je vais systématiquement là-bas, car la personne qui me sert le café est juste extraordinaire. Et je vais là-bas, ça me fait un petit détour, mon café coûte un petit peu plus cher, mais juste parce que la personne elle est extrêmement sympa et qu'à chaque fois que j'y vais, on a une petite conversation qui est relativement cool, et ben j'y retourne. Autre truc, c'est maintenant sur des activités en ligne. J'ai acheté mon premier programme en ligne
il y a 5 ans en arrière pour me faire accompagner, etc. euh, d'un mec qui s'appelle Romain Collignon. J'en parle régulièrement, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler. Et depuis, chaque année, je paye pour rester dans les programmes sans en avoir besoin. Et j'ai réfléchi, je me dis, mais en fait, pourquoi je paye sur un truc où limite je vais pas? Bah en fait, c'est simplement que humainement, j'ai tellement réussi et il a tellement réussi à connecter avec moi en partage de contenu, en prenant du temps pour discuter avec moi, en me mettant aussi parfois en avant par rapport aux autres personnes de la communauté, etc. Je me suis senti tellement important, aidé, et j'ai tellement connecté humainement avec cette personne-là qu'aujourd'hui, bah, j'ai plus envie de partir. Donc il y a également un effet de fidélisation sur le long terme. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Les gens achètent chez des personnes avec qui ils connectent humainement. Ne créez pas des contenus qui sont formatés. C'est pour ça qu'en fait, je déteste tous ces trucs de... Vous savez, maintenant on pense qu'il faut faire des réels sans rajouter d'humanité du tout, juste un truc, les 3 tips pour machin. Il n'y a pas d'humain là-dedans. Oui, je vous conseille de faire des réels, du contenu, etc. On vous conseille de faire du réel parce que c'est ce qui marche en ce moment. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que ce qui compte, c'est que les gens se lient avec vous. Pas qu'ils fassent X milliers de vues. Ok? Donc n'oubliez pas ça. La même chose dans une salle de sport. Je prends un exemple concret. Je suis désolé, je vous bombarde d'exemples, c'est volontaire. C'est pour vous montrer que ça fonctionne. Pourquoi certains coachs ont des clients à l'appel dans les salles de sport alors qu'ils ont certains de leurs collègues qui n'arrivent même pas à vendre 2 coachings? C'est simplement comment est-ce qu'ils arrivent à connecter humainement avec leurs clients. Un exemple, Julien. Julien Druvant n'est plus membre aujourd'hui de Fitness Hero, mais c'est quelqu'un qui était là au grand sommet à Annecy. Julien, il était en formation dans l'accélérateur et dans Fitness Hero il y a plus de 2 ans en arrière. Il se lançait en tant que coach et il disait, Lohan, je ne comprends pas la salle de sport, je vais dans une salle de sport, j'arrive pas à faire des coachings, j'arrive pas à faire des ventes, etc., etc. Je disais, mais qu'est-ce que tu mets en place et qu'est-ce que tu fais concrètement dans la salle pour donner envie aux gens de travailler avec toi? Bah écoute, pas grand chose, c'est vrai que je suis là le matin, je me balade un peu dans la salle, je reste un peu à l'accueil, ouais, ok. Non, je lui ai expliqué un process en 3 étapes. La première chose, c'est en 1, tous les jours quand tu arrives à la salle, et même toute la journée, tu vas saluer chacune des personnes à qui tu n'as pas dit bonjour, juste pour en 1, créer la relation et juste faire en sorte que les gens passent un bon moment à tes côtés. Ils se disent, ah bah tiens, Julien, il est différent de tous les autres coachs que j'ai vus par le passé. En 2, tu leur demandes leur prénom, mais surtout à chaque fois que tu les croises les jours après, tu leur redis leur prénom en montrant que tu t'es réellement intéressé à eux, que tu as retenu leur prénom et c'est peut-être la première fois de leur vie que quelqu'un retiendra leur prénom dans une salle de sport. Et en 3, bah, prends le temps de comprendre quel est leur entraînement actuel, quel est leur objectif et potentiellement propose-leur une séance pour leur montrer d'autres exercices qu'ils peuvent utiliser et ajouter à leur session d'entraînement pour améliorer leur entraînement et surtout avoir plus de résultats. Et depuis ce jour-là, Julien a mis ça en place dans sa salle et aujourd'hui, il passe tous les mois la barre des 3 à 5 000 euros par mois alors qu'il débutait et qu'il galérait il y a 2 ans en arrière juste parce qu'il est venu inclure de la relation dans ce qu'il faisait. Un autre exemple, dernier exemple par rapport à ce sujet de relation-là, en ligne. Beaucoup d'entre vous, on va créer du contenu, par exemple on va faire des lives, on va créer je reprends l'exemple des réels, c'est que c'est la tendance, évidemment on l'utilise, mais on crée des réels, etc. Mais on oublie une chose, encore une fois je vais le répéter, c'est que les gens n'achètent pas des gens qui font des réels. Les gens n'achètent pas chez un coach qui fait des bons réels. Les gens n'achètent pas chez un coach qui a fait les 3 tips pour perdre du poids sans arrêter de manger. Ils n'achètent pas non plus les 3 aliments qui vont te faire perdre du gras sans aller courir. Non. Les gens vous achètent vous, votre personnalité, qui vous êtes. Donc, comment est-ce que nous, on peut faire ça dans nos activités facilement? Ça va être créer peut-être des stories sur notre quotidien, sur notre entraînement, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Il y a juste à documenter ce qu'on fait au quotidien, par exemple, et créer la relation parce que les gens se lient à notre personnalité. Également, ça peut être des formats un peu plus longs. Je pense que certains d'entre vous, par exemple, ont vu chez Level Up, peut-être que des fois je fais des formats maintenant qui sont un petit peu plus longs, où je partage non pas un truc très packagé, style vidéo YouTube, aujourd'hui on va voir ensemble, 3 applications, nanana, non. Là on fait un contenu plus long, dans lequel je dis ce que je pense, le fond de ma pensée, de ma personnalité, c'est comme ça que les gens se lient à nous. Dernière chose, maintenant comment dans les appels de vente, créer cette relation-là. Là on a vu sur le contenu, etc. Dans les ventes, passer la moitié du temps à parler d'eux et de parler d'autre chose que juste la perte de poids et juste leur objectif. Prenez le temps au début de l'appel, pour ceux qui sont déjà passés ce module-là, il y a une première partie qui s'appelle briser la glace, durant laquelle je vous dis faites attention, prenez bien le temps de connecter avec la personne, de parler d'autres choses, de parler d'autres sujets, de connecter humainement avec les gens.
Car encore une fois, les gens achètent chez des gens avec qui ils ont réussi à connecter humainement, avec qui ça a matché, avec qui il y a eu un bon feeling. Et si vous êtes le coach qui prend rendez-vous en disant « Bon, écoute, on va prendre ton bilan, on va regarder ce que tu as mis. Ouais, ok, tu veux perdre du poids. Ouais, ok, super, génial. Ok, c'est quoi ton objectif dans 90 jours? Ok, super. Ah ouais, c'est quoi les obstacles qui t'empêchent de l'atteindre? Ok, alors si je comprends bien, tu as tel ou tel obstacle qui t'empêche d'atteindre cet objectif. Ok, bah si ça t'intéresse, je peux te parler de mon programme. Ouais, non. Ok, tu veux pas acheter tout de suite? Ah bah tant pis, peut-être une prochaine. Non. Et beaucoup d'entre vous vendez comme ça, comme des robots. Et c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas. Et on se retrouve avec des personnes, et j'ai encore des exemples, j'ai plein d'exemples, mais des personnes qui disent « je ne comprends pas, j'arrive pas à vendre ». Mais c'est des robots. C'est impossible de vendre. Ok? Créez la relation. Prenez le temps qu'il faut au début de l'appel pour que la personne se sente à l'aise avec vous, pour que vous soyez son pote, sa pote. Et que derrière, en un, il se sente libre de partager tout ce qu'il a à partager avec vous dans l'appel, mais surtout qu'il ait envie d'acheter chez vous. Dernier principe que je voulais voir avec vous pour aujourd'hui, pour aider à convaincre, à vendre davantage, c'est d'y ajouter des dimensions d'urgence et de rareté. On en a déjà tous entendu parler, mais comme vous le savez, l'humain, nous également, donc nous tous, d'accord, moi y compris, sommes tous de ce qu'on appelle des éternels procrastinateurs. C'est-à-dire que par rapport à une situation nouvelle ou à une prise de décision, on va toujours retarder au plus possible le moment de décision. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas une urgence ou une rareté, la rareté c'est par exemple un nombre de places disponibles ou un nombre un nombre de places dispo dans le cas du coaching, et qu'on n'a pas une date butoir, bah, qu'est-ce qui se passe? Si on peut repousser à plus tard, parce qu'on est humain, eh ben on va repousser. Et c'est notre rôle à nous en tant que coach, mais également en tant que personne qui est là pour aider ses prospects à passer à l'action pour changer leur vie, à prendre une décision. C'est notre rôle d'inclure de l'urgence et de la rareté pour aider les gens, pour convaincre les gens de passer à l'action. Exemple, deux petits exemples que je vous donne en urgence et rareté qui vont vous parler. Toujours issus de la vie réelle, comme ça vous voyez bien. Je ne sais pas si certains sont fans de Apple. Moi, je ne le suis pas, mais par contre, je suis fan du marketing d'Apple. Et je trouve ça ouf quand ils lancent par exemple un nouvel iPhone, qu'en un, ils expliquent qu'il y en a un nombre limité, qu'ils le mettent à prix exorbitant, que derrière ils font en plus de ça faire des heures de queue à des gens devant des magasins pour l'acheter. Ils seraient capables de ne pas faire de queue aux gens, hein, en réalité. Ils ont suffisamment de personnel, suffisamment de magasins pour éviter la queue, mais volontairement ils laissent les queues pour montrer qu'il y a de la demande, c'est-à-dire du monde qui veut bosser avec eux. Donc si on ajoute toutes ces composantes-là, il y a du monde qui veut acheter. Il y a un nombre d'iPhone limité pour la sortie. Et en plus, les préventes de ce truc-là, ils sont limités à telle date butoir. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a la moitié de la Terre qui achète un iPhone. À ce moment-là. Parce qu'on va pas se mentir, hein, on l'achèterait 4 semaines après, 2 mois après, ce serait exactement le même. Et ben va savoir pourquoi. Il y a la moitié des gens qui vont s'acheter cet iPhone-là, ils vont se l'acheter le jour de la sortie. Pourquoi? Pour ces 3 composantes-là. Rareté, urgence, et en plus, on va créer de la demande en montrant qu'il y a du monde qui le veut. Et n'oubliez pas une chose, c'est que plus c'est limité, moins il y a de monde qui y a accès, plus les gens le veulent. Et rappelez-vous de cette phrase-là. Les gens veulent bosser avec des coachs qui ont déjà des clients, qui ont déjà du succès et qui ont très peu de places disponibles. Les gens ne veulent pas bosser avec des coachs qui sont toujours ouverts, qui ont toujours besoin de clients et qui quémandent pour qu'on leur achète quelque chose. Et comment ça s'explique? Et je terminerai par ça. Et comment on explique que ces raretés et cette... Alors, je vais terminer par deux choses. Comment on explique que cette rareté et cette urgence fonctionnent si bien? C'est que quand on crée une urgence dans le temps, plus un nombre de places disponibles, on vient donc limiter l'offre. D'accord? L'offre, elle est limitée en quantité et en temps. Et quand on limite l'offre, qu'est-ce qu'on fait? Automatiquement, ça augmente la demande. Moins il y a d'offres, plus il y a de demande. Et c'est ce que font les plus grandes marques pour manipuler la demande de leur clientèle. Je diminue le nombre d'unités, je réduis le temps durant lequel c'est disponible et automatiquement, il y a davantage de personnes qui le veulent. Et comme le dit Aurore, c'est également un principe, le FOMO, ça s'appelle en anglais, c'est Fear of Missing Out. Ça veut dire la peur de rater quelque chose.
également la peur que quelqu'un d'autre prenne notre place. Et nous, en tant que coach, c'est également notre rôle, quand on market son produit, son service, de dire que, attention, les places sont limitées, que c'est limité dans le temps, et que s'ils ne sautent pas sur l'occasion maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui changera sa vie ou son corps à leur place. Okay. Et dernière chose par rapport à ça, par rapport à l'urgence et la scarcity, c'est que c'est extrêmement important de le faire de manière honnête. Il y a beaucoup de personnes qui, et moi-même au début je le faisais comme ça, c'est-à-dire qu'on venait juste dire oui, il y a juste tant de places dispo, oui, c'est limité à telle date pour l'offre, etc. Si c'est pas vrai, ça se ressent et les gens sont pas fous, on va dire, ils sont confrontés à ça tous les jours, donc ils savent si c'est vrai ou pas. Le principal, c'est d'être vraiment authentique et éthique. Quand on propose ce type d'urgence, par exemple, chez Level Up, maintenant, on s'est dit que tous les mois, on ne peut pas faire rentrer plus de 15 personnes parce qu'avec tous les process qu'on a mis en place, si on veut délivrer quelque chose de qualité, on ne peut pas prendre plus de 15. Mais ça tombe bien, 15, c'est exactement ce qu'on a envie pour atteindre nos objectifs. Donc, juste quand on communique ça aux gens, qu'ils voient qu'on a 100 personnes qui sont là sur un live et qu'on leur dit derrière, il n'y aura que 15 places disponibles pour les plus chanceux, bah, automatiquement, on voit qu'il y a beaucoup de demandes. Moi, je réduis l'offre en face. Et surtout, je leur demande de passer à l'action avant la fin de semaine. Automatiquement, il y a beaucoup plus de ventes. Okay. Comment on peut le faire? Et c'est Jérôme qui nous avait partagé ça durant le grand sommet à Annecy. Et j'adore ce que fait Jérôme là-dessus. C'est que quand il a quelqu'un au téléphone, il va dire à la personne, ok, tu as besoin de réfléchir, il n'y a pas de souci. Je te mets juste en garde d'une chose, c'est qu'il me reste de place. J'ai encore 4 appels de prévus d'ici la fin de semaine. Donc, si jamais ça t'intéresse, je te demande de me donner une réponse avant les 24 heures qui suivent. Point. Boum, on vient de jouer sur les 3 composantes dont on vient de parler jusque-là. Pardon, j'ai oublié un dernier point que je m'étais mis. Je vais même en rajouter un autre petit en même temps que je vous parle. Un autre point, c'est l'autorité. Alors celui-ci, on en parle très peu, mais qu'est-ce que c'est que l'autorité? C'est de montrer que vous êtes la bonne personne et que vous êtes la personne la plus crédible pour eux, pour résoudre leurs problèmes. Je m'explique. Je parlais tout à l'heure, j'en parlais un peu dans la preuve sociale, mais je vais le sortir de la preuve sociale et je vais venir le mettre ici. Souvent, les gens ils vont se demander, mais à quel point cette personne-là est crédible elle-même pour me parler de ce sujet-là. Par exemple, je vous montre, aujourd'hui, moi, je vous donne un exemple dans ma situation actuelle et je vous donne un exemple derrière ce coaching. Par exemple, aujourd'hui, il y a un truc que je fais volontairement. Vous voyez le petit disque là qui est derrière? Et est-ce que tout le monde, je le réexplique très rapidement, le petit disque qui est derrière moi, en fait, signifie que il y a un logiciel aux États-Unis qui a certifié comme quoi j'avais déjà réalisé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon business. Pourquoi je le mets là derrière? Déjà, pour la petite histoire, sachez une chose, c'est quand vous le voyez, c'est moi qui le matin, je l'accroche parce que Julie, ma copine, déteste avoir ça dans le salon avec sa petite décoration. Donc, c'est moi qui l'accroche quand je fais des vidéos et je le retire le soir pour ne pas me faire engueuler. Comme ça, au moins, vous avez les dessous de pourquoi ce cadre derrière. Mais pourquoi je le mets? Parce que quand je donne des conseils à quelqu'un sur son business, mais qui sait ni ce que j'ai fait, qui n'a pas de preuve de ce que j'ai fait, parce que moi, ça ne se voit pas sur mon corps et sur mon pull Reebok que je sais faire du business. Il faut que je le prouve d'une manière ou d'une autre. Donc, le fait de montrer ce cadre-là fait que quand je donne un conseil à quelqu'un, il y a quand même plus de chances que cette personne-là, ils se disent, ok, si ce gars-là, qui a le cadre derrière, me donne ce conseil-là, il y a peut-être des raisons que je dois l'écouter. Est-ce que ça fait sens quand je vous l'explique comme ça? De la même manière que, je ne sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai déjà vu ça plein de fois, il y a plein de fois où, je me rappelle il y a quelques années en arrière, je prenais des tweets ou des posts d'influenceurs fitness qui étaient très connus, je venais les mettre, le même, copier-coller, sur mon Instagram en me disant, si ça a cartonné pour lui, ça va cartonner pour moi. Moi c'est simple, il y a tout le monde qui s'en battait les couilles. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas figure d'autorité et que quelque chose qui sort de ma bouche, moi, Lohan Boucher, qui n'a rien prouvé, qui n'a rien fait, ne donne pas le même impact que quelqu'un qui a déjà de l'autorité, déjà quelque chose sur le marché. Par exemple, un autre exemple, Elon Musk, qui est un des mecs les plus riches de la Terre. Aujourd'hui, quand il fait un tweet, ce gars-là, il est capable de faire bouger la bourse à lui tout seul juste en mettant un tweet sur une entreprise. Pourquoi? Car c'est une autorité. Moi, si je mets le même tweet que lui en disant « Attention, je pense qu'il y a telle banque qui va se cracher », tout le monde s'en bat les couilles. Juste parce que je ne suis pas une autorité. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on donne des conseils à quelqu'un, faites juste en sorte que quand il vous regarde ou quand il regarde ce que vous avez fait, il puisse se dire « Ok, ce conseil-là, je dois l'écouter ». Ça peut être par exemple parce que vous avez gagné, je reprends un exemple tout simple, mais je pense à Jérôme, Jérôme Thévenin, qui est mentor chez Level Up. Aujourd'hui, Jérôme, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il a un physique qui est cool, sympa, mais surtout, il s'est attelé à obtenir quelques petites récompenses
en bodybuilding qui, quand il les montre à quelqu'un, ça lui fait dire, bah ok, si lui il a réussi à atteindre ce physique-là, il sait de quoi il parle. Point. Pas de discussion. Pas de discussion possible. Je ne vous dis pas d'aller faire des concours de bodybuilding. Je vous dis juste que dans votre cible, demandez-vous quel marqueur d'autorité je peux avoir pour que les gens se disent, sans discussion aucune, ce gars-là ou cette nana-là, elle est légitime. Et ça, c'est également super important. Alors souvent, ça va être quoi? Ça va être déjà s'appliquer les conseils qu'on prodigue pour nous-mêmes. La base, hein, si notre cible nous ressemble, c'est de dire, ok, est-ce que moi je mets en place les choses et est-ce que j'inspire les gens? On peut également être à côté de personnes qui viennent nous apporter leur autorité. Par exemple, si demain je lance un business demain pour les femmes qui veulent perdre du poids, évidemment je ne suis pas une femme, donc grosso modo mon corps ne va pas trop parler aux nanas. Par contre, je pourrais très bien me rapprocher de quelqu'un qui est déjà autorité sur ce marché-là et utiliser l'autorité de cette personne-là pour mon business. C'est aussi un autre moyen de le faire. On est OK par rapport à ça? Après, d'autorité, ça peut être de rédiger, je ne sais pas, un article pour un petit journal. Ça peut être, je prends l'exemple de Alexia, j'ai rencontré une fille, je vous invite à aller voir également son compte. Putain, j'ai bouffé son nom de famille. Alexia Cornu, je crois, de mémoire, qui est une coach sportive. Et elle, typiquement, elle passait à la télé. Mais quand les gens voient ça, qu'elle passait sur les chaînes télé pour donner des conseils, elle n'est pas meilleure coach que n'importe qui d'entre nous. Elle n'a pas plus de connaissances que n'importe qui d'entre nous. Par contre, quand elle dit aux gens « j'ai présenté mon programme à la télévision », plus personne ne peut discuter. Essayez de réfléchir comment vous, à votre niveau, et par rapport à votre cible, par rapport à votre offre, par rapport à ce que les contacts que vous avez, etc., quel marqueur d'autorité vous pouvez avoir qui peut également vous aider et en fait faire en sorte que les gens ne puissent pas discuter de est-ce que oui ou non vous êtes la bonne personne. Pour terminer, une fois qu'on a compris tout ça, je pense que vous avez déjà beaucoup d'éléments et là, ça va déjà faire réfléchir sur pas mal de choses. Allez voir ce bouquin. Ok, le titre, il est un peu dégueu, c'est Influence et Manipulation. C'est pas du tout de la manipulation, hein, mais ils ont juste fait un titre accrocheur pour que les gens achètent le livre. Mais en fait, c'est pas du tout de la manipulation, c'est juste des principes psychologiques. Le livre français, c'est Influence. Je pense que ça va être un super bon complément parce que tout ce que je viens de vous évoquer aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé et typiquement c'est ce que ce bouquin évoque dans les grandes lignes avec davantage d'exemples concrets, etc. que vous pouvez appliquer et implémenter directement et je pense que ça peut vous aider.